Tout d'abord, l'introduction dans une dissertation, elle sert à planter le décor. Ici, on peut faire une accroche sur l'actualité ou plus ancienne. Personnellement, moi, je préfère en faire une d'actualité. C'est pourquoi je vais citer au bac l'IRIS, qui est un think tank très sérieux dirigé par Pascal Boniface et qui présente la guerre en Syrie comme une guerre de l'énergie. Ça permet d'ailleurs de relier le grand 1, qui est la présentation des ressources, et le grand 3, les conflits actuels. Ensuite, après avoir défini les termes du sujet, il faut passer au contexte, qui doit permettre de vous amener à la problématique. Il y a deux grandes étapes dans le contexte. Premièrement, la dislocation de l'Empire ottoman en 18, l'hégémonie des Français et des Anglais, puis celle des Américains, sur la région. Et la deuxième grande partie du contexte, c'est la migration des Juifs depuis 1917, notamment en Israël. Ça, globalement, en fait, c'est les deux bases du cours. Tout ça, ça vous permet donc d'arriver à la problématique en quoi la diversité du Proche et du Moyen-Orient, au niveau des cultures, sociétés et ressources, facilite-t-elle la multiplication des conflits dans la région depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le plan, on peut le deviner de par la problématique. Le grand 1, il portera sur la présentation de la région du Proche et du Moyen-Orient, c'est-à-dire les sociétés, cultures et ressources diverses. Et le grand 2 et le grand 3 porteront sur la multiplication des conflits dans la région, le grand 2 de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin de la guerre froide, et le grand 3 depuis la fin de la guerre froide. Nous allons tout d'abord étudier la première partie, c'est-à-dire le Proche et le Moyen-Orient, hommes et ressources d'une terre convoitée. Dans la première sous-partie, il faut présenter les sociétés et les cultures diverses. Dans cette sous-partie, il faut montrer que la diversité culturelle ou sociétale crée des tensions et donc des conflits. Tout d'abord, comme on peut le voir sur cette carte, on remarque que dans la région, il y a une diversité de peuples qui sont concentrés sur une région assez réduite, ce qui crée des conflits, comme au Kurdistan ou en Israël. Ensuite, sur cette autre carte, on voit une diversité de religions, il y a notamment l'islam, le christianisme ou le judaïsme. On voit également que dans l'islam, il y a des États chiites et sunnites, et donc que toutes ces diversités de religions créent des tensions entre les différents États et les différents peuples. De plus, il y a une diversité de régimes politiques, entre les démocraties, les régimes religieux ou non religieux. Il ne faut pas oublier que cette première partie sert à amener le fait qu'il y a des conflits dans la région depuis la Seconde Guerre mondiale et met en avant les différentes ressources que possèdent le Proche et le Moyen-Orient. En effet, le Proche et Moyen-Orient est un carrefour entre continents. Hérodote l'avait d'ailleurs dit au 8e siècle avant Jésus-Christ. De plus, le Moyen-Orient possède une ressource très importante, à savoir le pétrole. En effet, il produit 30% de la production mondiale, et la possession de cette ressource entraîne de nombreux conflits, comme par exemple la guerre du Kippour. Pour commencer le Grand 2, il faut expliquer que le Proche et le Moyen-Orient ont été un terrain d'affrontement durant la Seconde Guerre mondiale. Mais attention, il ne faut pas épiloguer sur le sujet, car le but de cette partie est de parler des conflits de la région de 1945 à 1990. La première idée est de montrer que les États-Unis et l'URSS sont des acteurs clés du Proche et du Moyen-Orient durant cette période. Donc il faut commencer par dire que les Européens perdent la région notamment par des indépendances. Les États-Unis et l'URSS vont en profiter et il va y avoir un gain d'influence de ces deux États dans la région. Il faut aussi parler de l'unité des États arabes contre l'État d'Israël et les pays coloniaux. C'est le panarabisme. Pour illustrer cela, il faut parler de la Ligue des États arabes fondée en 1945, puis sous l'impulsion de Nasser, le panarabisme va devenir une doctrine importante, notamment durant la crise du canal de Suez. Attention, il faudra bien détailler cette crise car elle va permettre aux États-Unis de montrer leur puissance. La deuxième idée importante, c'est le conflit israélo-arabe durant la guerre froide. Il faut surtout évoquer les différentes étapes de ce conflit, c'est-à-dire le plan de partage de l'ONU en 1947, puis la guerre israélo-arabe en 1948, où Israël est victorieuse et qui annexe des territoires palestiniens comme on peut le voir sur ces différentes cartes. Puis il y a la crise du canal de Suez en 1956, qui cette fois-ci ne bouscule pas les territoires. Attention aussi de bien développer sur la guerre des 6 jours, c'est une victoire éclair d'Israël qui récupère le Sinaï, Jérusalem et la Cisjordanie. Le sort réservé aux Palestiniens est très important, donc doit être absolument mentionné dans la copie. Il faut commencer par leur exil en 1948, puis par la création de l'OLP, qui est l'Organisation de libération de la Palestine en 1964. Ensuite, il faut parler de la guerre du Kippour qui démarre en 1973 et qui peut être un lien avec la partie 1. Il faut aussi rappeler que la guerre du Kippour a été un des facteurs de la première crise du pétrole en 1973. Dans les années 1980, il faut montrer que c'est la fin des guerres israélo-arabes et que l'on dérive vers un conflit israélo-palestinien.
Il faut aussi mentionner la première intifada qui débute en 1987 et que le mouvement du Hamas va être créé dans la même période. Un autre point important de cette période, c'est-à-dire de la fin de la guerre froide, est l'année 1979, car le Shah d'Iran est renversé. C'est une défaite énorme pour les États-Unis alors que l'URSS gagne du terrain en Afghanistan. C'est pourquoi Saddam Hussein attaque l'Iran en 1980. C'est la guerre Iran-Irak qui sera aussi un point important à développer dans la copie car elle a été très meurtrière. Voilà donc à la troisième partie qui présente les nouvelles tensions et les nouveaux enjeux depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis 1991. Le premier point très important à aborder et à ne pas oublier, c'est la guerre du Golfe qui a été menée en 1991 conjointement par les États-Unis et l'ONU pour reprendre le Koweït qui avait été pris par l'Irak de Saddam Hussein. Alors l'opération est militairement un succès, mais le problème c'est que beaucoup de civils vont rejoindre les groupes islamiques, ce qui va causer un peu la résurgence de ces groupes-là, et par exemple la création d'Al-Qaïda par un certain Ben Laden qui opère depuis l'Afghanistan. Ensuite, le deuxième enjeu important, qui est encore très actuel, c'est la paix entre Israël et la Palestine. On sait tous que la fin de la guerre froide, elle a permis de rebattre les cartes dans la région. Il y a eu une conférence en 91 à Madrid qui a été un peu un échec, mais ça a été quand même concrétisé par les accords d'Oslo en 93. Mais les extrémistes de chaque camp ne sont pas d'accord. Voilà, en Israël, ils ont même réussi à tuer le Premier ministre. Depuis, il y a les conservateurs au pouvoir. Ils ne veulent pas forcément faire la paix avec les Palestiniens. Et donc tout ça, ça crée des grandes tensions. Encore plus depuis 2018 parce que Donald Trump et Jair Bolsonaro, c'est-à-dire les deux chefs d'État de puissances très importantes, que sont les États-Unis et le Brésil, ont décidé de basculer leur ambassade en Israël, de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent Jérusalem comme capitale. Donc ça, c'est très important à montrer, quand même, l'évolution du conflit israélo-palestinien aujourd'hui. Ensuite, depuis 2001, il y a l'intervention américaine au Moyen-Orient. Notamment en Afghanistan en 2001, donc, ou contre Saddam Hussein en 2003, dans le but de lutter contre le terrorisme à chaque fois. Et en 2011, c'est un peu le couronnement, puisque Ben Laden est tué. Mais il y a quand même un événement majeur qui arrive dans les années 2010, qui va tout changer la donne dans la région. C'est le printemps arabe, qui est parti de Tunisie. Alors en fait, l'objectif au départ est bon, c'est de renverser les dictateurs qui régissent certains pays arabes. Mais le problème, c'est que à leur place, il y a des régimes islamistes qui se mettent en place. Et donc du coup, il n'y a pas du tout des espoirs de paix dans la région. D'ailleurs, ça profite à certains groupes terroristes comme Daesh qui profitent du chaos et qui se mêlent dans des guerres très compliquées diplomatiquement pour imposer un nouveau califat entre la Syrie et l'Irak. Et donc, à la fin de cette troisième partie, il faut bien pointer qu'aujourd'hui, il y a une multiplication des conflits dans la région, avec que ce soit le Qatar, l'Iran ou le Kurdistan, par exemple. Depuis 1945, le Proche et le Moyen-Orient constituent une région au fort enjeu économique, culturel et politique. Ce qui, ajouté à l'ingérence des grandes puissances et les ambitions régionales des États, ainsi que la radicalisation des peuples, attise les foyers de conflits dans la région. Ces conflits sont encore présents aujourd'hui, avec notamment la guerre en Syrie. Votre ouverture peut être que le processus de paix est lent et complexe au Moyen-Orient. Il est d'autant plus compliqué que les puissances étrangères comme la Russie ou les USA essaient de bénéficier au maximum de la région.